Bonjour, je suis Arnold Ungoran. Cette petite vidéo tutoriel a pour objectif d'introduire à Python. C'est-à-dire, ça consistera à avoir juste les bases de la programmation Python nécessaires pour suivre la formation d'analyse quantitative pour le management ou la formation d'initiation au machine learning. Donc on verra globalement ce que sont les types de données sous Python. On verra les types de données simples. On verra les types de données composées. On verra les boucles et les structures conditionnelles. On verra les fonctions et on verra la programmation orientée objet. Les bases de la programmation orientée objet. Donc cette vidéo est consacrée au type de données simples et au type de données euh, composées. Voilà, je rappelle que mon environnement de développement ou mon système d'exploitation est Linux, Ubuntu. euh, voilà, là où vous voyez apparaître mon terminal, sous Windows, c'est l'invite de commande. Pour commencer, je suppose que l'environnement Python est installé. Donc on a Python qui est installé de sorte que lorsqu'on fait Python comme ça, on a l'interpréteur qui apparaît. Il est supposé également que l'interpréteur IPython est installé. Voilà, donc IPython c'est une version de l'interpréteur avec la coloration syntaxique et d'autres raccourcis assez intéressants. Voilà, je suppose que IPython est installé. Je suppose également que Jupyter Notebook est installé. De sorte que, pardon, de sorte qu'on puisse faire cette commande Jupyter Notebook pour ouvrir le serveur de Jupyter. Si ces modules de Python ne sont pas installés, vous pouvez toutefois installer IPython et Jupyter en utilisant la commande pip install Jupyter IPython. Cela vous permet d'installer Jupyter et IPython. Dans mon cas, ça retournera que ces deux modules sont déjà installés. Voilà. Donc, je vais revenir globalement sur la définition de Python. Python, c'est un langage de programmation. C'est un langage de programmation dit interprété. Un langage de programmation qui est dit interprété, c'est un langage de programmation qui, euh, qui prend le code qu'on écrit en langage, donc Python par exemple, et le traduit dans un autre langage dit en pseudocode. On appelle cette transcription, le nouveau langage, un pseudocode. Donc on transforme le code écrit en Python en un pseudocode que l'interpréteur interprète et retourne le résultat du code. Il est différent d'un langage dit compilé, tel que le langage C, le langage C++, le langage Java et tout. Ce sont des langages dans lesquels on a un compilateur. Le compilateur, il prend le code, il le transforme en code binaire avant d'être exécuté par l'ordinateur, par la machine ou l'ordinateur, disons. Donc, le langage interprété, lui, il ne convertit pas le code qui est écrit sous forme Python, disons, littérale, en code machine, directement exécutable par la machine, mais le transforme en un code intermédiaire qu'on appelle le pseudocode. Voilà, de ce fait, les langages interprétés sont moins rapides que les langages compilés, mais ils ont des avantages comme la programmation interactive. C'est-à-dire, dès qu'on exécute un code, dès qu'on écrit un code, on peut voir son effet, le résultat immédiatement, sans avoir à passer par la procédure ou le processus de compilation qui peut être assez long. Donc Python, c'est un langage interprété. Il est beaucoup utilisé, c'est un langage à usage général. C'est-à-dire on peut l'utiliser pour développer n'importe quel type de programme. On peut l'utiliser pour développer des programmes avec fenêtre, des programmes en ligne de commande, développer des serveurs, développer des pages web, disons des sites internet, développer. Il est beaucoup utilisé dans la data science pour faire le machine learning, l'intelligence artificielle et tout. Voilà. Donc, c'est le langage que je présente ici. Donc, tout langage, donc Python également, pour comprendre les langages de programmation, il faut savoir qu'ils sont structurés
à partir de données et d'opérations sur ces données-là. Donc globalement, quand on veut analyser un langage de programmation, on peut chercher ces données, les types de données que ce langage manipule et les opérations sur ces données-là. Dès qu'on a ces deux éléments, tout le reste, ce sont des abstractions. C'est-à-dire, on peut construire de nouveaux types de données à partir des types de données qui existent déjà. On peut construire de nouvelles opérations à partir des opérations qui existent déjà, et ainsi de suite. Voilà. Donc, Python, dans Python, on a des types de données tels que les entiers, les chaînes de caractères, les booléens, qui sont qu'on appelle les types de données simples. On a des types de données composées, voilà, comme les listes, les tuples et les dictionnaires qu'on verra. Donc ici, je vais ouvrir Jupyter. C'est ce que j'ai lancé ici, Jupyter Notebook, avec la commande Jupyter-Notebook. Donc ça a ouvert le serveur. Jupyter s'ouvre dans le navigateur. Ici, ça s'est ouvert dans mon navigateur Firefox. Dès que Jupyter s'ouvre, on a l'arborescence de dossier. Voilà, c'est-à-dire la structure des dossiers du PC. Ce qu'on va faire, c'est de créer, ou si vous voulez, on va créer un nouveau dossier. Je vais aller dans mes documents. On va créer un nouveau new folder pour créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, je pense que c'est bizarre. On ne m'a pas donné la main. Sans que c'est une manie de Jupyter Notebook de ne pas donner la main. Donc ici, je vais sélectionner, je vais chercher, il a créé un nouveau dossier, voilà, Untitled Folder. Je vais le cocher et je vais faire rename ici. Donc je vais l'appeler code Python par exemple, ou bien intro Python, et je vais faire entrer plus renommé. Maintenant je vais ouvrir le dossier intro Python, et dans ce dossier je vais créer new Python 3. Donc ici je vais créer un nouveau notebook Python 3 dans lequel je vais créer du code Python et l'exécuter. Donc Jupyter Notebook, il embarque, si vous voulez, il intègre un interpréteur Python. Voilà, c'est une sorte de document dans lequel on peut écrire du code, aussi bien du code que du test. Voilà, l'enregistrer, le partager avec des gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi bien du test qui est statique que du code qu'on peut exécuter, modifier et réexécuter à volonté. Voilà. Donc, j'ai dit qu'on a les structures de données, simples dans Python, telles que les nombres. Voilà. Donc, on a les nombres entiers et les nombres à virgule flottante. Par exemple, 1 dans Python, comme j'ai dit, hein, dans du Jupyter Notebook, on a des cellules. On a des cellules qui sont des cellules exécutables et on a des cellules qui sont des cellules de test. Voilà. Cette cellule, par exemple, par défaut, c'est une cellule exécutable. Donc, si je mets 1 plus 1, par exemple, dans cette cellule, que je fais Shift Entrée, ça me donne 2. Donc, c'est une cellule exécutable. Dans cette cellule, par contre, si je veux modifier son type, je fais simplement, je clique sur l'onglet Cell et je fais Cell Type. Je change son type, je mets Markdown. Donc, ici, ça transforme la cellule exécutable en une cellule de test simple, de test structuré ou de test formatable, pardon. Donc, par exemple, si je veux mettre un titre, que je mets type de données simple et que je fais Shift Entrée, je viens de créer là un titre. Voilà. Donc, si je veux parler des entiers, les entiers, comme j'ai dit, hein, c'est un type de données qui représente tous les entiers possibles. Donc, il correspond à l'ensemble N qu'on a en mathématiques, l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, ça permet de représenter tous les nombres entiers naturels, tels que 0, 1, voilà. Et tous les nombres entiers auxquels on peut penser. Donc, il y a également, sur ces nombres, il y a des... Bon, avant de parler des opérations, on a également les nombres décimaux, qu'on appelle généralement en programmation les nombres à virgule flottante. Voilà, ce sont des nombres décimaux avec une certaine précision. Voilà, parce que la machine n'est pas capable
On n'est pas capable de représenter les nombres réels qu'on a en mathématiques avec toute la précision qu'on souhaite dans un ordinateur. Il y a toujours quelques erreurs. Donc, on les appelle nombres à virgule flottant. Donc, par exemple, 1,5, 2000, virgule 3 ou virgule 5, 2,6, pardon. Donc, ces nombres sont des nombres à virgule flottante. Dans Python, quand on veut vérifier le type de la donnée, on utilise la commande ou la fonction type. Type, par exemple, si je fais type 1, que je fais entrer, on voit que là, il me retourne int. Donc, le type de 1, c'est int, c'est-à-dire integer, soit ça, qui veut dire entier. Si je fais type 1,5, ça me retourne float. Donc, le type de cette donnée, c'est un nombre à virgule flottante. Il y a également ce qu'on appelle les chaînes de caractères. Donc, par exemple, si je fais type, une chaîne de caractères, c'est une liste, ou disons une suite de caractères. Voilà. Donc, par exemple, si je fais Python, et elle est délimitée par des codes. Voilà, ça peut être des codes simples, ou des double codes, ou des triple codes. Donc, si je fais type Python, on peut voir que, ça me donne str. Str, c'est qui veut dire string. String en français, c'est chaîne de caractères. Donc, les chaînes de caractères peuvent être délimitées par des codes doubles. Comme ça, Python, par exemple, est un langage. C'est un langage de programmation. Donc, ça, c'est une chaîne de caractères. On a le type. Donc, le type string permet de représenter toutes les chaînes de caractères possibles. Donc, c'est des phrases, des mots, des caractères et tout. Le type float permet de représenter tous les nombres décimaux, en tout cas les nombres à virgule flottante. Le type entier permet de représenter tous les nombres entiers. Donc, ces trois types sont des types de données infinies. Ça peut représenter une infinité de données. Maintenant, en plus de ça, on a le type booléen. Le type booléen, il correspond au type qu'on a en logique, c'est-à-dire la logique booléenne, c'est-à-dire on a 1 ou 0, ou bien vrai ou faux, ou bien true and false. Donc, le type booléen, on sert en logique que ça représente deux réalités. La réalité vraie et la réalité fausse. La réalité 1 ou la réalité 0. La réalité ouverte ou la réalité fermée. De même, en programmation, en tout cas en Python, le type booléen permet à deux valeurs. On n'a pas une infinité de valeurs, mais n'a que deux valeurs. C'est la valeur true comme ça, et puis la valeur false. Voilà. Donc, si je fais type de true, vous voyez que ça me retourne bool. Bool qui veut dire booléen. Si je fais type de false, ça me retourne bool aussi, qui veut dire booléen. À noter qu'en sous Python, le Python est un langage, disons, sensible à la casse. Voilà. Donc, ce qu'on appelle une casse, c'est le fait que les caractères soient en majuscule ou en minuscule. Donc, il y a une différence entre true et true. Comme vous pouvez voir, hein, le true avec T majuscule, il est coloré, et puis le true sans T majuscule n'est pas coloré. C'est ce qu'on appelle les mots-clés dans le langage. Donc, true avec majuscule, c'est un mot-clé du langage. Voilà. Donc, on vient ainsi de présenter les différents types de données simples, les différents types de données élémentaires du langage Python. À chaque type, on associe un ensemble d'opérations. Donc, le type entier, il y a toutes les opérations élémentaires de l'arithmétique, telles que l'addition, la multiplication, la division, l'élévation à la puissance. Bon, l'élévation à la puissance, c'est pas élémentaire. Donc, il y en a l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Donc, par exemple, je peux faire 12 plus 5 moins 3 moins 6 fois 3. Et je fais entrer, ça me retourne moins 1. Je peux faire 12 divisé par 6. Ça me retourne 2. Voilà. Donc, on a ces opérations. Lorsqu'on prend les nombres en général, c'est-à-dire les nombres entiers, les nombres à virgule flottante, on a toutes les opérations de mathématiques qu'on peut imaginer. Donc, on a l'élévation à la puissance. En Python, l'élévation à la puissance se fait comme ça.
double étoile 3. Donc ici c'est 2 puissance 3 qui va me retourner 8 normalement. On a le modulo. Donc par exemple si je fais 8 pourcentage 2, ça me retournera 0. Parce que 2 divise 8. Ou si vous voulez, lorsqu'on divise 8 par 2, on a un quotient exact. Ou bien le reste de la division est nul. Donc ici, ça va nous retenir 0 parce que le reste de la division est nul. Donc le modulo qui est représenté par le pourcentage, il retourne le reste de la division. Donc par exemple, si je faisais 8 pourcentage 3, ça me retournerait 2 plutôt que 0. Voilà, donc ça me retourne le reste de la division euclidienne. Voilà, donc ici, c'est quelques opérations, dites opérations pratiquement entières. Mais on peut faire la racine carrée. On peut calculer la racine carrée, on peut calculer le logarithme, on peut calculer le sinus, on peut calculer l'axe sinus, toutes les fonctions trigonométriques, toutes les fonctions puissance, toutes les fonctions exponentielles, on peut les calculer. Pour ce faire, on a besoin d'un autre module. On a besoin d'un module Python spécifique qui est appelé module math. Donc on va importer le module math de cette façon. Donc on va dire from math. Non, pardon. On va dire import math et on va exécuter. Donc on vient d'importer toutes les fonctions qui sont dans le module mathématique. On verra plus tard hein, c'est qu'est une fonction en Python. Donc avec ce module là, on peut faire math point pour appeler une fonction square root étant la racine carrée de par exemple 36. Donc vous savez tous que ça doit nous retourner 6. Donc ça retourne 6. Si on fait math point square root de 64, ça nous retournera 8. Si on fait math square root de 75, ça nous retournera un nombre à virgule qui n'est pas une racine parfaite ou une racine parfaite. Donc ici ça nous retourne 8,66. On peut calculer le logarithme. Par exemple, si je fais log math.log, ça c'est le logarithme népérien, ce qu'on appelle le logarithme népérien ou le logarithme de base E. Donc si je fais le logarithme népérien de 2, ça va me retenir 1,60. Bon, le logarithme népérien de on va dire de 0,69 par exemple. Pour vérifier que donc ça c'est le logarithme népérien. Pour vérifier que c'est effectivement le logarithme népérien, on peut s'amuser à faire non pas forcément. On va calculer d'abord l'exponentiel. On va apprendre à calculer l'exponentiel. L'exponentiel, on utilise math.exp de par exemple on va dire math.exp de n'importe quoi, de 1 par exemple. Voilà, ça va nous retenir 2,71 qui est la valeur de E. Voilà, donc ça nous retourne 2,718. Voilà. Maintenant si on fait math.log de math exp de 2 par exemple, on sait tous que ça doit nous retourner 2. Voilà, c'est une opération disons c'est une identité. Donc ça nous retourne la valeur de x. Le logarithme d'exponentielle de x nous retourne x. Donc ici ça va nous retourner 2. Voilà. Donc globalement on a une grande quantité d'opérations qu'on peut appliquer au nombre, voilà, qu'ils soient entiers ou à virgule flottante. On a des opérations aussi sur les booléens qui sont les opérations de la logique comme on connaît. Donc il y a l'opération OR, l'opération OR qui veut dire ou. On a l'opération AND qui veut dire et. Voilà. Donc par exemple, on peut faire true and false. On sait que true, si on a une proposition vraie et une proposition fausse, le résultat c'est faux. Si on a true and true, si on a true and true, ça nous donne true. Si on a false or true, ça nous donne true. Donc on a l'opération and, on a l'opération or. Et on peut composer, on peut créer de longues opérations à partir d'autres opérations qui existent. Donc on peut faire par exemple true and false or true par exemple et faire entrer. Voilà. De même qu'on peut composer plusieurs opérations élémentaires de l'arithmétique. Voilà. Donc
Je viens ainsi de présenter quelques opérations sur les booléens et sur les nombres. Il y a les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, si on a quelques opérations sur elles. Par exemple, on peut combiner deux chaînes de caractères pour en former une chaîne plus grande. Voilà, on les colle. Ou en informatique, en programmation, on dit qu'on les concatène. Donc, par exemple, si j'écris la chaîne Python, si je veux concaténer les deux chaînes, l'opération la plus simple, c'est de faire plus. Plus, c'est pour dire, c'est une sorte d'addition sur les chaînes de caractères. Donc, si je fais Python 2 ou Python 3 par exemple, 3.0, et que je fais entrer, vous voyez que ça colle les deux. Si je veux créer un espace entre les deux, bon, je vais copier ça simplement, coller ici et faire Python plus, soit j'écris l'espace simplement ici, ou soit j'écris un caractère espace simplement et je fais plus de cette façon. Donc ça me crée un espace entre les deux. Il y a une autre fonction pour concaténer des chaînes, hein, qu'on verra prochainement dans une autre vidéo. Mais l'opération élémentaire, c'est celle-là. On peut multiplier, si on veut créer des doublons de chaînes de caractères, on peut utiliser l'opération multiplication pour créer ces doublons. Par exemple, si je fais Python multiplication 3, ça va créer 3 chaînes de caractères Python. Voilà. Donc ça, c'est les opérations assez élémentaires de Python sur les chaînes de caractères. On peut également extraire une partie d'une chaîne de caractères. Donc par exemple, si je voulais extraire les trois premières lettres de Python, on procède comme suit. Donc j'écris Python et j'ouvre les crochets et je veux extraire les 3 premières lettres. Il faut savoir que dans Python, une chaîne de caractères, comme j'ai dit, hein, c'est une suite de caractères. Donc chaque caractère de la chaîne a une position qu'on appelle un indice ou un index. Donc le premier caractère, il est à l'index 0. Celui qui le suit à l'index 1 et ainsi de suite. Voilà. Donc si je veux extraire la première chaîne, le premier caractère de Python, par exemple, je vais faire Python entre crochets 0. Ça va me retourner P. Si je veux retourner le second caractère, je vais faire Python 1. Ça va me retourner Y. Par exemple, si je veux récupérer les 3 premières lettres, je vais commencer par le 0. Je vais mettre 2 points. Et puis, comme j'ai dit, je vais récupérer les 3 premières lettres. Donc, P, Y, T. Le P, il est à la position 0. L'Y est à la position 1. Le T est à la position 2. Dans Python, au lieu de mettre 2, on met 3. Parce que le chiffre à côté des 2 points, à droite des 2 points, il est ouvert, il n'est pas fermé. Il est fermé à gauche, mais ouvert à droite. Donc c'est fermé en 0, mais ouvert en 2. Donc si je mets 2 ici, ce sera ouvert en 2. Ça va me retourner PY au lieu de PYT. Regardez par exemple. Voilà. Donc si je veux retourner PYT, je dois mettre 3 et exécuter. Donc ça me retourne PYT. Dans Python, il y a un raccourci. Lorsqu'on veut commencer, on veut extraire à partir du début de la chaîne, on peut éviter de mettre 0. C'est-à-dire on peut supprimer le 0 de cette façon-là. C'est-à-dire en faisant comme ça. Donc on met les 2 points simplement et on va à 3. Ça retourne la même chose. Si pour récupérer le dernier caractère d'une chaîne, il y a un raccourci en Python, on va faire par exemple comme ça. Si on veut prendre le dernier caractère, on fait -1. Donc si on fait -1, ça nous retourne N. Si on veut récupérer, on veut extraire une partie du caractère à partir d'un certain index jusqu'à la fin. Par exemple, à partir de T qui est à la position 0, à la position 2 jusqu'à la fin de la chaîne de caractères, on met 2 et on met les 2 points. Ça nous retourne à partir de T par exemple jusqu'à la fin de la chaîne. Donc ça nous retourne ton. Donc ça c'est une méthode. Ici on vient de voir comment extraire une partie d'une chaîne de caractères. Bon, ça peut être beaucoup plus complexe, hein, mais on va s'arrêter à ce stade-là pour maintenant. Voilà. Sur les chaînes de caractères, il y a beaucoup d'autres opérations. Par exemple, on peut changer la casse d'une chaîne de caractères. Soit on peut la transformer en majuscule, on peut la transformer en minuscule et tout. Donc par exemple, si je veux la transformer en majuscule, tout en majuscule,
je vais faire Python point upper. Donc ça me retourne la chaîne de caractères en majuscule, tout majuscule. Si je veux écrire la chaîne de caractères en tout minuscule, disons par exemple, j'ai Python comme ça, et je mets tout ça en majuscule par exemple, et puis je vais retenir en tout minuscule. Je fais lower, donc lower keys, donc ça retourne la chaîne en tout minuscule. Je peux par exemple faire vérifier si la chaîne de caractères commence par une certaine lettre, ou bien par une sous-chaîne de caractères. Par exemple, si je fais, il y a une fonction qu'on appelle start with. Voilà, cette fonction me permet de vérifier si la chaîne de caractères commence par un certain caractère ou par une chaîne de caractères. Donc par exemple, si je fais, est-ce que ça commence par petit p, ça retourne faux parce que ça commence par grand P. Donc si je fais par exemple, est-ce que ça commence par grand PY, ça doit me retourner vrai parce que ça commence effectivement par grand PY. Donc il y a une fonction complémentaire qui est ends with. Donc ça permet de vérifier si la chaîne de caractères finit par une caractère ou par un ensemble de caractères. Donc par exemple, si j'utilise la fonction ends with, disons si je dis que ça finit par, ça se termine par O, c'est faux. On est tous d'accord que c'est faux. Donc ça va retenir, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai oublié le point. Donc on va mettre le point. Voilà. Ends with 0 par O, pardon. Il retourne false. Par contre, si je fais ends with ON, ça doit me retenir vrai parce que ça finit par ON. Voilà. Donc ici, on a vu quelques opérations sur les chaînes de caractères. Il en existe plusieurs. Donc au cours de la formation, on verra d'autres opérations sur les chaînes de caractères lorsque ce sera nécessaire. Donc ici, il faut remarquer que la chaîne de caractères est composée de plusieurs caractères et on peut extraire des parties de cette chaîne-là. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie du cours sur les types de données en Python. Euh, Lors de la prochaine vidéo, on verra les types de données composées, tels que les listes, les tuples et les dictionnaires. Voilà, à bientôt.